Bonjour à tout le monde. Donc du coup, on va attaquer ce webinaire en compagnie de Joseph pour les nouveautés Revit 2027. Donc juste pour me présenter, donc moi je suis Vincent Lizy, responsable commercial de l'agence de Lyon et du coup en compagnie de Joseph qui a nos ingénieurs d'application notamment qui est spécialisé sur Revit et c'est tous les aspects de Revit, que ce soit la partie archi, la partie structure ou la partie MEP. Voilà. Donc du coup, un rapide sommaire histoire quand même de structurer la présentation. Donc du coup, on va faire un rappel en début de la société Applicite, de notre activité, de ce qu'on fait. Derrière, je vais vous parler du coup de notre actualité, notamment des événements, des tables rondes BIM qu'on va organiser là sur cette rentrée de septembre et début octobre. Des liens nouveaux vers notre blog d'articles qui est mis à jour régulièrement, vers nos réseaux sociaux. Et après, on attaquera du coup le cœur de la présentation avec Joseph, notamment sur les nouvelles fonctionnalités de Revit 2027 et puis une partie questions-réponses. Alors, petit rappel, donc du coup, Applicite, on est une entreprise française spécialisée du coup dans la CAO et la simulation numérique notamment. On est bien sûr partenaire Autodesk et du coup, on travaille dans deux secteurs d'activité différents, l'industrie et l'ingénierie du bâtiment. Par rapport à ça, du coup, on fait de la revente de produits Autodesk. Derrière, on est centre de formation agréé Calliope. On a également un bureau d'études qui est spécialisé notamment sur une partie BIM et sur une partie simulation numérique. Donc, on fait tout ce qui est prestations autour de ces logiciels-là. Ça peut être du développement spécifique, notamment sur la partie BIM. Aujourd'hui, on a des scans et des drones où on fait du relevé par nuage de points et derrière de la modélisation BIM à but GEM, gestion, exploitation, maintenance, notamment pour connecter par exemple à des GMAO ou ce genre d'outils. Voilà. Hop, si tu peux. Voilà. Donc du coup, Applicite aujourd'hui, donc c'est une PME, on est 50 collaborateurs. Voilà, et ces 50 collaborateurs, on est répartis du coup sur 5 agences à travers toute la France. Juste, voilà. Globalement, le but de cette répartition-là, c'est d'avoir aujourd'hui une présence locale sur du coup les différents territoires avec du coup notre agence de Lyon qui est notre siège social et derrière 4 autres agences dans le reste de la France, Paris, Nantes, Bordeaux et Toulouse. Voilà. Donc au niveau de notre actualité, ça tombe bien qu'il y ait ce webinaire-là qui tourne autour des nouveautés de Revit parce que on va mettre en place sur cette rentrée de septembre sur 3 agences du coup, nos agences principales, Bordeaux, Lyon et Nantes, des tables rondes BIM, notamment où le but c'est de venir expliquer par exemple à des responsables de maintenance, à des directeurs de patrimoine et de présenter l'avantage de la maquette numérique, du BIM, pour faire de la gestion, exploitation, maintenance de vos bâtiments, pourquoi pas connecter à des GMAO, à des GTB, ce genre de choses. Voilà, donc on organise 3 demi-journées localisées, donc le 24 septembre à Pessac, sur Bordeaux, le 1er octobre à Limonest à côté de Lyon et le 8 octobre du coup à la Chapelle-sur-Erdre à côté de Nantes. Des événements du coup d'une demi-journée avec un cocktail et derrière avec des présentations de notre responsable de bureau d'études, des témoignages clients sur la mise en place d'une maquette numérique, les difficultés que ça peut engendrer, mais aussi les ROI de ce genre de dispositif derrière pour vos sociétés et pour vos travail au quotidien, notamment sur cette partie gestion, exploitation, maintenance. Les liens d'inscription, du coup, vous aurez la présentation. Tous les liens d'inscription, du coup, sont sur les images de chaque événement. C'est bon. Juste petite partie. Alors certains d'entre vous connaissent déjà parce que vous nous suivez depuis plusieurs années maintenant, mais on a un blog où on retrouve différents articles, notamment segmentés sur les différents logiciels qu'on peut avoir. On a du Revit, de l'AutoCAD, du Inventor, etc. Et notamment
Chez nous, on a une vingtaine d'ingénieurs d'application, dont Joseph fait partie, et qui mettent à jour régulièrement ce blog, voire même de manière mensuelle, avec des articles sur les nouveautés, sur des astuces, etc. Donc, c'est toujours, des fois, pour vous qui utilisez le logiciel au quotidien, un moyen assez rapide de trouver des réponses et assez facilement. Voilà. Pareil, le lien du blog, du coup, quand vous cliquez sur l'image. Et dernier rappel, notamment sur notre page LinkedIn où on publie régulièrement nos actualités, nos événements et notamment pareil aussi nos webinars, les nouveautés. Enfin bref, c'est voilà, notre moyen de communication principal et notre canal de communication à privilégier aujourd'hui pour communiquer avec vous au quotidien. Voilà. Maintenant, je vais laisser la main du coup à Joseph pour la grosse partie du webinar, qui est la partie technique sur les nouveautés de cette version 2027. Bonjour à tous. C'est Joseph, pour ceux qui me connaissent. Voilà, je vais vous présenter les nouveautés Revit 2027. Alors, j'ai pas tout pris non plus. J'ai pris pour moi celles les plus importantes ou celles que je trouve assez intéressantes. D'accord, vous verrez bien. Bon, toute la partie structurelle, on verra si on a le temps de faire un webinaire pour vous représenter tout ça. Mais bon, c'est vraiment dans les grandes parties de ce que je vais vous montrer. Donc déjà, je vais vous faire juste un petit récapitulatif général de toutes les améliorations rapides que j'ai pu positionner. Donc au niveau de l'expérience des utilisateurs, d'automatisation et de la productivité, des améliorations apportées à la documentation, donc tout ce qui est feuilles, calculs et ainsi de suite, les améliorations de performance, donc effectivement, on va s'apercevoir que au niveau, je dirais, vidéo, ils ont beaucoup amélioré les choses. Au niveau de la collaboration aussi, avec une grande nouveauté dont vous allez voir plus tard, on va parler, donc le passage d'anciennement de ce qu'on appelait Autodesk Construction Cloud en Autodesk Format. On en verra ça un petit peu plus loin. Des améliorations, alors il n'y en a pas vraiment beaucoup sur la partie MEP, à part de l'optimisation et quelques améliorations, mais voilà, c'est pas une année où vraiment le MEP est mis en avant. Au niveau structurel, effectivement, là, on a un peu plus de données, contrairement aux autres années. Donc, chaque année, voilà, ils mettent le pas un peu plus sur certaines choses. Cette année, je pense que c'est un peu plus sur le structurel. Après, au niveau de la modélisation, donc on voit bien des murs empilés, des murs inclinés, des murs de rideaux inclinés qu'ils ont rajoutés, qu'on n'avait pas, enfin bon, ainsi de suite. Et surtout les exports IFC qui ont été vraiment améliorés sur ça. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc on va voir déjà tout ce qui est amélioration commune. Donc on a un nouvel assistant IA qui vient d'apparaître. On a des migrations sur les barres d'options. On a une mise à jour de boîte de dialogue, des graphiques accélérés dont vous parlez tout à l'heure, des gestions des épaisseurs de ligne dans des liens, des améliorations des repères d'étiquettes, des gestions des étiquettes, enfin bon, automatisation, enfin tout ça c'est ça et on va les voir au fur et à mesure. Donc là on va déjà commencer par le nouvel assistant IA. Qui lui, comment dire, a été intégré directement dans l'interface, qui est, à mon goût, qui est pas mal, mais qui demande encore des améliorations. Ça n'est que le début, encore une fois. Donc voilà, j'attends un peu plus de rapidité. Mais sinon, les quelques tests que j'ai faits, donc je vais vous en montrer un petit peu, sont assez concluants. Voilà. Donc on a des points clés qui est, comme je vous l'ai dit, intégré. Il utilise du langage naturel. Il est capable d'automatiser pas mal de tâches que l'on a fait, puisqu'on va pouvoir conserver les recherches. On va pouvoir, les nomenclatures, des étiquettes. C'est assez vaste. J'ai pas eu le temps de tout explorer, mais de ce que j'ai vu moi, c'est pas mal. Et comme je vous le dis, comme c'est un IA, c'est un peu ce que vous rencontrez avec ChatGPT, Claude, Perplexity et tout ça. C'est bon, c'est le temps de réaction qui me paraît un petit peu trop lent, mais bon, en dehors de ça, ça fonctionne pas mal. Alors, il est basé sur une assistance intégrée avec des aides qu'il va rechercher beaucoup dans le helpdesk du logiciel lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un langage vraiment naturel par rapport à tout ce qu'on a. Alors, le voilà, donc on voit bien l'interface et à droite, on a notre IA qui est apparu, dans lequel on a dans un premier temps des zones de saisie.
Donc combien de fenêtres y a-t-il dans mon projet? Voilà, c'est un des exemples que j'ai fait et automatiquement on a la réponse avec le déroulé de cette réponse-là, qui permet d'avoir automatiquement les réponses que l'on souhaite et c'est à l'infini et ça c'est assez intéressant. Alors, il est représenté comment? L'IA, quand on regarde en haut à droite de l'écran, on a 3 à 4 petits traits qui indiquent que c'est une IA, que c'est là qu'on peut intégrer ou visualiser le panneau d'IA ou pas. Voilà. Ensuite, petit exemple de ce que moi j'ai fait. Donc, j'ai volontairement renommé toutes les pièces avec un SS qui signifie sous-sol, mais quel que soit le niveau. Donc, on le voit sur tout ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est la première question que j'ai expliquée. Alors, n'étant pas vraiment, comme on dit, up to date hein, sur l'IA, le prompt que vous mettez à l'intérieur est, lui, hyper important. Vraiment, il faut vraiment être bien précis sur ce que l'on veut demander, comme on fait avec toutes les IA, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est du simple, hein, remplace dans les numéros de pièces du R1 le SS par du R+1 et remplace les numéros de pièces du R+2 sur le SS par un R+2. Là, ça va être un petit peu long parce que j'ai laissé un petit peu en temps réel pour vous montrer exactement ce qui se passe. On voit effectivement que le temps, je vais maintenant effectuer la modification. Je m'attendais à ce que ben voilà, la réponse se fasse automatiquement, mais on s'aperçoit qu'il y a un temps de latence, le temps de répondre aux différentes données, et voilà, il commence à revenir. Donc, je dirais que c'est vraiment cette partie-là qui, moi, m'a un petit peu gêné dans la lenteur. Bon, après, il a le mérite d'exister. Moi, si je devais le faire manuellement, je mettrais beaucoup plus de temps. Donc effectivement, on peut s'attendre à quelques latences au niveau des réponses. Donc vous voyez, c'est vraiment du temps réel, hein, donc en gros, je crois j'ai mis en tout, ça a duré, je crois 55 secondes ou 1 minute à peu près. Donc par contre, automatiquement, une fois que c'est fait, on s'aperçoit que, on a la bonne définition dans tout ce que moi je lui ai demandé. Ensuite, on a aussi donc la possibilité, donc un autre exemple hein, que j'ai fait. Hein. Je lui ai demandé, alors sans préciser que je le voulais avec une échelle et ainsi de suite, juste pour vous montrer vraiment qu'en langage naturel, fais-moi une mise en page sur un à un du plan d'étage R+1. Voilà, il a compris que c'était le niveau R+1 qu'il voulait. Il va chercher une vue et il va la mettre dedans. J'aurais pu mettre, mais là au centième, centré, tout ça. Là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu, je dirais, la facilité de demande. Et encore une fois, il faut attendre, je dirais que c'est le prompt qui est le plus important dans ce que vous allez faire. Alors, il est capable, je lui ai demandé de monter des murs, je lui ai demandé comme vous l'avez vu, de calculer le nombre de fenêtres. Enfin, je lui ai demandé énormément de choses, de me faire des nomenclatures. Il me les a créées. Enfin, bon, c'est assez intéressant. Il faut passer un petit peu plus de temps dessus. Mais bon, voilà, c'est à suivre. Voilà. On a pas mal, donc ça, c'est la grosse modification qu'il y a eu dans Revit. Donc, ils ont voulu souhaiter enlever la barre d'options. Donc, elle a été complètement supprimée. Alors, non pas pour un gain de place, mais plus pour une ergonomie beaucoup plus sympathique au niveau visualisation du ruban. Donc, avant 2027, donc en 2026 par exemple, on avait cette barre d'options dans laquelle on était obligé de répondre à plusieurs questions et on avait une partie qui était aussi dans le ruban. Et avant 2026, on avait tout à droite à gauche. Donc là, aujourd'hui, en 2027, toute la barre d'options est passée automatiquement dans la partie modifiée complètement à droite. Donc, on n'a plus du tout cette barre d'options. On verra plus tard, je vous montrerai plus tard certaines choses sur certaines barres spécifiques pour comprendre un petit peu mieux les choses. Là, ce que j'ai pris en exemple, c'est ce qu'on avait avant en 2027 sur un escalier. Voilà la nouvelle version en 2027. C'est-à-dire que toutes les options, les lignes de justification, les décalages, les largeurs de voie, tout ça maintenant c'est arrivé directement je dirais, dans l'onglet et dans le ruban. Voilà, donc c'est un peu plus, pour l'avoir utilisé, au début on cherche un peu, mais après bon ça vient, c'est automatique, c'est comme tout ce qu'on fait automatiquement dans Revit. Donc vous voyez, on a passé de l'un à l'autre directement. Les mises à jour de certaines boîtes de dialogue, donc ça c'est plutôt, je dirais, de l'esthétique. Hein. Ça c'est ce qu'on avait avant, maintenant c'est ce qu'on a. Alors toutes ces modifications, elles ont été répercutées
sur les titres de feuilles, sur les boîtes de renommage, les partages du projet, certains noms, les synchronisations avec les fichiers centrales, les noms des vues et les nouveaux plans de surface. Ouais, ça, c'est des boîtes de dialogue qui arrivent au fur et à mesure. Alors, je n'ai pas tous listé, hein, je ne les ai pas toutes faites parce qu'elles arrivent au fur et à mesure. Enfin, voilà, sachez que voilà, on passe plutôt dans un mode sombre. Enfin, on va plutôt récupérer votre thème qu'autre chose. Donc, alors, grosse amélioration. Avant, c'était plutôt comment dire, pré-sortie. On a ce qu'on appelle le graphisme accéléré, qui l'a vraiment accéléré. Donc, on va gérer des zones de coupe étendues et des zones de coupe et des étendues beaucoup plus rapidement. On va gérer des paramètres de demi-teinte beaucoup plus rapidement, des remplacements de transparence, ainsi de suite, et des améliorations surtout de performance que l'on va voir actuellement. Donc là, je suis en 2027. Je n'ai pas d'accélération graphique, hein. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on était obligé d'attendre d'avoir coupé pour pouvoir avoir la découpe automatique du plan que l'on voulait. Là, on va mettre maintenant le graphisme accéléré, donc le temps qu'il se mette en route. Et une fois qu'on a fait ça, voilà, on voit bien qu'on a automatiquement en direct les données que l'on a besoin. Voilà. Donc ça, c'est assez sympathique. Alors, il y a quelques petits bugs où quand on revient en arrière, il ne le fait pas forcément pour revenir. Enfin bon, mais bon, ça a le don d'être là et ça va vraiment très très vite. Donc ça marche aussi, bien sûr, avec les modèles liés, hein. Donc il va les découper correctement. Là, j'en ai pas, mais bon, quel que soit le projet que vous avez, on est capable, il va le faire automatiquement. On a la possibilité aussi maintenant de gérer ce qu'on appelle les épaisseurs de ligne dans les liens qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc avant, en 2026, voilà, on pouvait gérer donc les vues, les filtres, les plages de vue, les phases, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils ont rajouté donc ce qu'on appelle l'épaisseur de ligne. Donc on va pouvoir gérer les différentes épaisseurs de ligne en fonction des liens. Donc on a le lien partie verte, euh, d'une partie verte, hein, et on a la partie non verte qui est la maquette actuelle. Quand je lui demande de faire une modification d'épaisseur de ligne, on voit bien que les épaisseurs, je les ai mis en rouge volontairement et avec une épaisseur différente. Donc voilà ce que ça peut donner. Vous allez pouvoir aujourd'hui gérer ces liens et ces épaisseurs de ligne dans les liens. Au niveau des repères d'étiquettes, alors aussi grosse amélioration qui avait été demandée. Quand on est en 2026, à part jouer sur l'extrémité qui nous permettait de la placer un petit peu en mode libre, aujourd'hui en 2027, on va pouvoir gérer aussi bien le début du repère, on le voit bien entre les deux, hein, on peut qu'un type de repère, là on va gérer le début du repère et la fin du repère. Donc aussi, pareil, une petite amélioration assez sympathique. Donc ça fonctionne comme beaucoup de choses avec un trombone. Dès qu'on défait le trombone, automatiquement, on a la possibilité de pouvoir jouer avec le positionnement de cette attache, de début d'attache. Et si on remet le trombone, bien sûr, il reviendra automatiquement à sa première fonction, c'est-à-dire un petit peu comme on avait les choses avant. Au niveau des gestions des étiquettes multicatégories, alors quand on était en 2026, on était obligé de créer en gros une étiquette par catégorie. Donc on venait en fonction de ce qu'on avait besoin gérer certaines choses. Donc là, j'étais obligé de gérer une étiquette pour l'un, une étiquette pour les mobiliers, une étiquette pour les murs, une étiquette pour les sols, une étiquette pour plein de choses. On a la possibilité aujourd'hui au niveau des étiquettes, on a toujours le multicatégorie que vous connaissez, mais quand on va rentrer donc dans la partie d'affectation des différentes étiquettes, donc au niveau des symboles chargés, on va pouvoir mettre des choses qu'on ne pouvait pas faire en 2026, une étiquette multicatégorie par défaut. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Ça évite de créer je dirais, autant d'étiquettes que l'on a de catégories. Alors là, effectivement, hein, c'est un exemple assez simple, hein, mais on a la possibilité directement de pouvoir le faire sur tous les éléments et je trouve ça assez intéressant euh, dans ce que l'on fait. Juste, attends, Joseph, ça saute, ça revient à chaque fois sur le PowerPoint. Ah Je bon? sais pas si. Ouais, Là, t'es où? Là, c'est bien là? bah ouais, mais en fait, ça a tendance, ça ressaute à chaque fois. Des fois, ça remet le PowerPoint avec la diaporama sur les tables rondes. Alors, je sais pas si c'est parce que tu utilises un double écran ou quelque chose comme ça.
Sur les tables rondes. Ouais, tu dois avoir une fenêtre PowerPoint ouverte. Alors attends, je vais regarder, je m'arrête 2 secondes. Ouais, Vous voyez en direct, hein, c'est pas gênant. Alors, je vais le mettre à côté, on va bien voir. Je vais le peut-être parce que tu l'as relancer. dessous et ça saute. Alors attends, tic-tac, je vais me remettre sur ça, je vais repartager. C'est les aléas du direct, c'est pas enregistré. Eh non, voilà, partager. Ok, donc là, on va revenir où est-ce que j'étais en espérant que ça va plus sauter. J'ai fait l'IA, c'est fait. Les barres d'options, c'est fait. Voilà, les boîtes de dialogue. Utiliser de petits contretemps. Repère d'étiquettes et multicatégories. Donc, on en était là. Voilà, exactement. Donc là, on a une nouvelle commande qui s'appelle numérotation, qui est assez intéressante. Comment ça fonctionne? Alors, on va définir des règles. Une fois qu'on a défini des règles, on va automatiquement, Revit va appliquer, va analyser et va l'appliquer, et il va faire la numérotation automatique de certains éléments. Alors ça marche à peu près sur tout, hein. Moi, je l'ai fait sur des portes, sur des fenêtres, je l'ai fait sur des barres de structure, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça marche à peu près sur tout ce que l'on veut. Alors là, j'ai un exemple, hein, qui est assez précis, dans lequel j'ai besoin de venir noter le numéro, on a le numéro de la pièce, et sur les portes, j'ai besoin de récupérer automatiquement le numéro de la pièce que je viens rajouter à l'identifiant de la porte. Alors pour ça, on va dans l'onglet Gérer et on a la commande numérotation. Dans cette numérotation-là, on va déjà créer un petit peu comme un filtre, hein. On va déjà créer des gabarits, hein, des gabarits dans lesquels on va venir nommer les choses, que l'on va pouvoir bien sûr enregistrer et utiliser et pouvoir passer d'un projet à l'autre, hein, d'ailleurs, hein. C'est un petit peu comme tout ce qu'on a l'habitude de faire. Après, on va lui ajouter effectivement un filtre comme vous le connaissez vous aujourd'hui. Donc, c'est un filtre dans lequel je vais demander le filtre des portes de certaines pièces. Voilà, donc c'est un filtre de base que du rez-de-chaussée. Donc, je voulais que des portes du rez-de-chaussée. Après, je vais récupérer des paramètres de numérotation dans lesquels je vais venir ajouter cette donnée. Donc, je vais venir la rajouter dans les identifiants. J'ai la possibilité de donner des formats. Enfin, voilà, il suffit vraiment d'étudier cette chose-là et vous allez voir que ça marche à peu près bien. Donc là, je lui dis que je voudrais la numérotation avec un séparateur qui est le moins, j'ai besoin d'aller à la pièce et je viens répondre aux différentes questions. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir justement lui demander de l'appliquer. Voilà, on va faire un OK. Voilà, et automatiquement, on s'aperçoit que j'ai le numéro de ma porte et derrière, j'ai le numéro de ma pièce. Alors, c'est un exemple comme un autre, hein. Après, on peut l'utiliser dans plein dans plein de, comment dire, dans plein d'exemples. Voilà. Alors, en bref, chose que j'ai pas forcément documentée ou fait une visio, comme comment dire, nouvelle mouture de Revit, une mise à jour de Dynamo, dans lequel on a une amélioration très visible des performances. On a une mise à jour des schémas d'accès aux ressources qui n'était pas faite avant. Aujourd'hui, le Python Net 3, ça devient le moteur Python par défaut de Dynamo. Voilà. Et on a une amélioration apportée au groupe réduit. Donc, pour avoir un peu plus de renseignements, allez directement dessus et vous allez avoir un petit peu plus de détails sur tous ces éléments-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle une expansion, ils appellent ça une expansion automatique des vues de feuilles. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Même moi, au début, quand je l'ai lu, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est tout simplement le fait qu'avant, quand on intégrait des vues à l'intérieur de feuilles, on avait le nom de la feuille, point, basta. Aujourd'hui, si on met l'expansion, donc si on le coche, quand on ne le coche pas, on reste comme vous le voyez actuellement. Et quand on vient le cocher, automatiquement, dès que vous mettez dès que vous mettez une vue dans une feuille, pardon, il va lui venir développer les différentes vues que l'on va pouvoir visualiser dans la feuille. On met pas, hein, ça fait un peu, l'arborescence est un peu plus grande, un peu moins grande, mais en fonction de ce que vous voulez, vous l'avez. Voilà. C'est comme l'icône afficher le placement de la vue sur les icônes, l'icône bleue, on peut le mettre, on peut pas le mettre. Voilà, c'est un petit peu la même chose. On donne le choix à l'utilisateur de pouvoir le faire.
Ensuite, on a ce qu'on appelle la gestion des problèmes. Alors, ce qu'on appelait Issue avant, qui était lui un plugin et qui maintenant est directement intégré au niveau de l'onglet collaborer. On a les problèmes. Alors ça, c'est la connectivité que l'on a avec anciennement Autodesk Construction Cloud, qui s'appelle Autodesk Format. Donc voilà, mais ça, c'est directement à l'intérieur pour ceux qui y travaillent. On a une amélioration de la prise en charge des périphéries de navigation SpaceMaux 3D, oui, qui était un petit peu récalcitrante sur certains modèles. D'accord. Alors, à savoir que Revit 2027 a son petit, comment dire, mise à jour qui est sortie il y a 3 jours, je crois, où j'ai regardé un truc à l'intérieur qui est pas mal. C'est qu'au niveau des, je dirais, au niveau des motifs de remplissage, on a la possibilité maintenant de lui donner une orientation. C'est-à-dire qu'elle va peut-être arriver à 0, vous allez pouvoir lui donner 35. Donc là, c'est le cas. Je vais donner une rotation de 35 degrés et le hachurage à tourner de 35, à pivoter 35 degrés. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui vient d'arriver avec la nouvelle mise à jour que j'ai trouvé assez intéressante. Alors, il y a d'autres nouveautés, bien sûr, mais c'est surtout beaucoup d'améliorations et de bugs enlevés. Au niveau architectural, alors qu'est-ce qu'on a? On a justement ce que je vous parlais depuis tout à l'heure, donc le service format Connect client qui lui correspond au format que je vous ai parlé tout à l'heure. On a des modèles énergétiques qui ont évolué, des informations carbone qui prennent un peu plus de place, qui prennent un peu plus de place dans le monde de Revit. Des améliorations sur les murs, des rotations de motifs de remplissage, ça je vous l'avais donné, je l'ai remis là. Écoutez, les paramètres d'auteur, d'appui de fenêtre et de porte qui ont changé. Enfin, c'est juste une visualisation de ça. Voilà, donc le service format de Connect client, qu'est-ce que c'est? Alors, des services. Alors ça, c'est bien sûr la connexion avec anciennement, encore une fois, ACC, et aujourd'hui s'appelle Autodesk Format, il va falloir s'y faire, hein, parce que le format qu'on connaissait avant, qui était le SpaceMaker, a changé d'intitulé, c'est maintenant un format site designer ou format building designer. Donc voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui de le remettre, c'est un peu, voilà, on a un peu de mal, mais on y arrive. Donc avec ça, on va pouvoir gérer donc des analyses de vent, de carbone simples. Hein. On va pouvoir ajouter des données contextuelles, vous allez voir ce que c'est, et on va pouvoir visualiser directement des résultats dans l'interface de Revit. Et ça, c'est assez agréable. Alors bien sûr, avant de pouvoir l'utiliser, il va falloir aller dans ce qu'on appelle Autodesk Format Data Management, anciennement Docs. Voilà, si on fait le rapprochement, pour pouvoir l'activer. Donc on vient l'activer dans un projet. Pour ce projet-là, on va dans les paramètres. Et une fois qu'on est dans les paramètres, on a le client connecté format que l'on vient l'activer pour pouvoir faire la connexion directement avec Revit. Donc le service format connect client, c'est quoi? Donc anciennement, donc on allait sur format, qui s'appelle aujourd'hui format Site Designer ou format qui s'appelle format Site Designer, comme vous le voyez. Et on venait, via le lot de proposal, intégrer directement la topo, avec ou sans bâtiment, avec ou sans rue, enfin, avec ce qu'on voulait, à l'intérieur du Revit. Donc ça se passait comme ça. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On passe par ce qu'on appelle aujourd'hui des données contextuelles. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on va dans Volume et Site, on a un nouvel icône qui s'appelle de données contextuelles, et automatiquement, on vient se connecter et on vient créer ce qu'on appelle un scénario. On vient donner un nom bien précis à notre scénario. Donc là, j'ai pris la topo du collège que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Suivant. Voilà. Et automatiquement, on va être dans un environnement que vous connaissez, hein, qui est ni plus ni moins que ce que vous connaissiez avant, sur lequel on va venir chercher l'emplacement exact de ce que l'on veut. On va pouvoir zoomer, dézoomer. Ça reste, je dirais, la même interface que ce que vous connaissiez avant. Ce qui se modifie, c'est vraiment la connectivité qu'on a entre les deux qui a complètement changé. Une fois qu'on vient de l'affecter, on va pouvoir tout simplement gérer, connecter le scénario à notre projet. Donc là, moi, je suis parti dans un projet vierge, hein. C'est juste pour vous montrer ça. Donc effectivement, ce projet étant enregistré sur le cloud, ça va enregistrer automatiquement là-bas. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir gérer les données que l'on veut mettre à l'intérieur de ce scénario-là. Donc on va pouvoir aller chercher des terrains, on va pouvoir aller chercher des bâtiments, on va pouvoir aller chercher énormément de choses qui ont été renseignés. Par exemple, là, j'ai pris un terrain, donc vous voyez, on peut mettre des bâtiments, on peut mettre des parcellaires, on peut mettre des routes. Enfin, bon, là, j'ai été un petit peu
J'ai pris que quelques données. J'ai pris les terrains, j'ai pris on va prendre des bâtiments, puis on va s'arrêter là. Hein. Le reste, c'est toujours exactement la même chose. Une fois qu'on a fait ça, voilà, donc là, je prends le building IGN. Voilà, toujours l'emplacement. Donc ça marche comme avant, il n'y a pas de problème. La seule différence, c'est que maintenant, c'est directement intégré à notre projet. Ici, on voit bien ce qu'on a intégré. On peut le convertir en Revit automatiquement. Hein. Sinon, bah, c'est juste, entre guillemets, c'est un petit peu le proposal entre les deux. On est vu chargé, mais on ne l'a pas encore intégré directement à Revit. Donc, j'ai fait ça pour le terrain. Je vais faire ça pour les bâtiments, parce qu'on peut faire ça en deux parties. Hein. On peut déjà commencer à travailler avec le terrain, et ensuite, je viens réintégrer les bâtiments. Ça, c'est possible de le faire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va directement se connecter dessus. Voilà, on va le voir. On a la possibilité de rajouter des choses. Hein. Donc, je suis revenu dessus. Voilà. On pourrait rajouter les choses qu'on a envie avec des filtres et ainsi de suite. Et on va pouvoir retrouver automatiquement cette donnée-là. Voilà, donc le traitement, il a été réussi. Hein. On va pouvoir le remettre à jour quand on veut. Et on va se retrouver avec le terrain. Alors, plage de vue, bien sûr, hein, toujours le même problème, hein, parce que je ne l'ai pas vu dès le départ. Et voilà, on a notre terrain qui, lui, apparaît directement dans Revit. On va mettre un petit peu d'ombrage pour qu'on voie, et puis voilà. Donc voilà. La différence aussi qui est assez importante, c'est que comment dire, on va pouvoir traiter les objets un à un ou en groupe comme on avait un petit peu avant, et on va pouvoir gérer la topographie telle qu'elle était faite avant. Voilà. Autre chose, on va pouvoir faire des analyses, par exemple des analyses de vent. Donc on a l'analyse, on a des nouveaux icônes qui sont apparus, une nouvelle commande, analyse format, dans lequel on va pouvoir faire trois choses. On va pouvoir estimer donc rapidement, je dirais, le calcul du vent. On va être un petit peu plus, je dirais, fin sur avec la simulation, et on aura automatiquement la visualisation des données directement dedans. Voilà, alors comment ça fonctionne? On va pouvoir demander déjà une première estimation. Donc, c'est un calcul rapide et interactif. C'est pour moi ce qui correspond le mieux aux phases amont. Son avantage, c'est que c'est hyper rapide. Mais par contre, effectivement, comme c'est une estimation, on a un niveau de précision qui est limité. D'accord? Donc, on voit bien comment ça fonctionne. On va pouvoir, en fonction de certaines données, étudier ce qui va se passer au niveau de ça. Ensuite, on va voir qu'on va arriver, là, cette fois-ci, avec une simulation. Alors, la simulation, c'est un calcul un peu plus précis alors, lui, justement, est basé sur des calculs CFD 3D. Donc, c'est des analyses aéroliques sur les éléments finis. Ça permet d'avoir une analyse plus détaillée des vitesses, des directions et des directions du vent. Ça correspond effectivement aux phases plus avancées, avec comme avantage un calcul précis. Par contre, son désavantage, lui, il a des calculs beaucoup plus longs que si j'étais en estimation du vent, bien sûr. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité, bien sûr, d'avoir automatiquement les résultats qui permettent d'analyser les choses. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc on a automatiquement une partie d'exécution d'analyse et une partie de consultation d'analyse. On a maintenant les modèles énergétiques. Alors les modèles énergétiques, une fois que le modèle énergétique, vous allez voir, il va être géré, on peut sélectionner individuellement des espaces analytiques ou des surfaces analytiques pour les voir, et en les sélectionnant dans le modèle. Donc là, on va passer automatiquement par ce qu'ils ont appelé un guide. On va tout simplement suivre les choses que l'on a besoin, voilà, en répondant automatiquement aux différentes données. Donc la phase, la définition de la profondeur interne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va dérouler. Voilà, c'est vraiment assez intuitif. On va dérouler, on va donner des données internes pour les lucarnes, les dalles, les sols. Enfin bon, voilà, on peut faire plein de choses. Et une fois qu'on a fait ça, donc on va commencer, on va lui donner le type de bâtiment. Donc là, c'est un bâtiment scolaire. On va pouvoir envoyer directement l'analyse donc qui va être faite. Donc on va créer. Voilà, donc elle est en train de tourner
directement. Donc, encore une fois, je l'ai laissé en direct et vous allez voir que les données vont arriver directement à l'écran avec des vues différentes, aussi bien pour les surfaces analytiques. Alors là, il m'a réouvert ce que moi j'avais ouvert avant, hein, bien sûr. Il vient partager automatiquement l'écran. Et donc, j'ai bien d'un côté une surface analytique sur laquelle je suis et un espace analytique sur lequel on a des données un peu plus poussées que ce qu'on avait avant et beaucoup plus précises sur tout ce que l'on fait. Voilà. On a la possibilité d'aller gérer les différents paramètres que l'on a besoin en fonction des analyses que l'on va demander automatiquement, ainsi de suite. On va pouvoir modifier. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, enfin, je trouve, par rapport à ce qu'on avait avant, je trouve que c'est quand même un peu plus ergonomique et intuitif. Voilà, on peut redemander avec des modifications qui refassent les calculs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'est assez, je ne vais pas dire ludique, mais c'est assez sympathique. Donc avant, donc voilà les paramètres énergétiques que l'on avait sur la version Revit 2026 et les voilà en 2027. Donc au niveau ergonomie, c'est quand même beaucoup plus sympathique, beaucoup plus clair par rapport à ce qu'on a l'habitude ce qu'on avait l'habitude de faire. L'information carbone. Alors, les informations carbone, elle devient maintenant format Carbon Insight. Donc, ça, c'est ce qu'on avait en Revit 2026, information carbone. Aujourd'hui, ça devient format Carbon Insight. Alors, l'objectif de ça, on le voit bien, l'objectif de tout ça, c'est de faire que les données carbone, elles soient, comment dire, elles fassent partie entière des données que l'on va mettre dans le bâtiment. Voilà. Donc, on a la possibilité aussi, une fois qu'on a fait cette analyse, de pouvoir la partager. Alors, toujours, bien sûr, via Autodesk Format. Maintenant, on va essayer de dire les choses correctement. Voilà. L'avantage de ça aussi, bon, pour que ça intègre automatiquement comment dire, les données internes et que ça prenne un peu plus de place, on va, comme on avait avant dans les matériaux, on avait les physiques, la thermie. Maintenant, on a un onglet carbone qu'on va pouvoir ajouter dans lequel Autodesk nous a aussi donné des ressources dans lesquelles on va pouvoir venir piocher les éléments. Et comme faisait dans physique ou thermie, si on veut faire des modifications, on a la possibilité de le faire. Alors pour les escaliers, alors je vous l'ai mis, voilà, ça a le coup d'être fait. Voilà, on va pouvoir modéliser un escalier, bon, un truc très simple, hein, automatiquement, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà, donc on va faire un quart tournant, enfin on va faire un U tournant avec un palier de repos. Voilà. Et on va pouvoir automatiquement maintenant positionner. Alors moi, je vais enlever automatiquement le haut là, qui m'embête. J'aurais pu le faire ailleurs, mais je le fais ici. Et on va pouvoir, comme on faisait avant, on veut dire annoter annoter les marches et les contre-marches. Donc on a les trois possibilités, centrale, droite, gauche. Donc moi, je vais prendre automatiquement centrale des deux côtés. Voilà, donc là, dans un premier temps, ça c'est assez agréable. Et ensuite, on a la possibilité, en venant cliquer sur la ligne de, de justification de ces numéros, gérer automatiquement, je dirais, les propriétés du type. Donc là, j'ai dupliqué le type, hein, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Après, vous l'utilisez comme vous avez envie de l'utiliser. On va pouvoir choisir une couleur, on va pouvoir choisir un graphisme, une couleur de ce qui est en dessous, de ce qui est au-dessus. Est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est opaque? On va pouvoir gérer le style de texte. Enfin bon, voilà, vous voyez, ça marche comme tout ce qu'on connaît, comme tout ce qu'on connaît. Donc là, je lui ai juste dit, mets-moi une couleur magenta sur tout ce qui est au-dessus. Alors bien sûr, c'est deux lignes de numérotation différentes pour lui. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir, une fois qu'on a fait ça d'un côté, vous voyez là, j'ai demandé de mettre en dessous en bleu, en rouge, je vais pouvoir lui affecter, lui aussi, j'aurais pu lui affecter le type que j'ai envie, mais aussi j'aurais pu créer encore un autre type. Voilà. Ces données-là elles sont ce qu'elles sont, elles sont intéressantes. Et par contre, maintenant, ce qui a été ajouté dans les catégories d'annotation, c'est qu'on a la possibilité de gérer les au-dessus, en dessous. Donc, on va pouvoir enlever ou pas en fonction des dessins que vous avez, la numérotation ou pas, en fonction du niveau sur lequel vous trouvez. Voilà. Niveau des murs. Alors,
Au niveau des murs, il y a eu déjà, alors c'est pour ça que je vous le montre, la modification du ruban est assez importante quand même. Donc on a, voilà, ça c'est, on a 2026, on a 2027 en bas. Donc on s'aperçoit effectivement que toute la partie hauteur, sans contrainte et ainsi de suite est arrivée ici sur la partie de droite, hauteur, profondeur, sans contrainte et ainsi de suite. On avait ce qu'on avait en attaché automatique, en attaché auto ou attaché auto verrouillage, ces jonctions automatiques maintenant, c'est directement dedans. On a toujours le décalage, on a toujours le rayon. Ce qui a été rajouté, ce qu'il faut savoir, c'est que anciennement, ce qui était placé pièce et placé segment ont été placés, eux, directement dans la partie dessinée. De plus, on a maintenant la nouvelle commande qui s'appelle mur hébergé, qu'on va voir tout de suite après. Et le, comment dire, l'option qui est intéressante aussi, c'est de pouvoir, une fois qu'on a fait mur, par exemple, et choisi son mur, on va pouvoir lui dire si comment dire, si le mur délimite une pièce ou pas du tout. Avant, quand on était en 2026, on modélisait le mur, on revenait dessus et on lui disait ce mur-là ne limite pas les pièces. Là, on peut le faire en même temps que la commande. Voilà, c'est assez intéressant et on va pouvoir aussi modifier le positionnement. Est-ce que c'est un côté extérieur, côté intérieur? Ça, on va pouvoir le faire directement aussi dans la commande. Là, je vais vous montrer un petit exemple de création de murs hébergés avec ce qu'on appelle des entrefers. Alors, on va créer comment ça fonctionne. Donc, on va créer un mur porteur et par-dessus ce mur porteur-là, on va venir faire ce qu'on appelle un mur hébergé avec une jonction automatique. Et vous allez voir que comment dire, la fonction est différente de ce qu'on avait. Avant 2026, quand je faisais exactement ce que je viens de vous montrer, donc je vais faire un attachement automatique verrouillé et que je venais me mettre automatiquement, je vais prendre un mur bien sûr, voilà, je vais le positionner. Quand je venais, à tout moment, même s'il était verrouillé, quand je venais bouger mon mur, voilà, on avait la désagréable visualisation que voilà, on était obligé de revenir, enfin bon, ça bougeait dans tous les sens. Aujourd'hui, en 2027, faire exactement la même chose, on va faire exactement la même chose. On va reprendre effectivement sur un composant. On va rajouter maintenant mur hébergé jonction automatique. Et là, cette fois-ci, vous allez voir que quand on va venir bouger le mur, celui-ci est automatiquement collé. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'entrefer. Alors, l'entrefer, on en utilisait pas mal avant, où on pouvait mettre deux murs séparés avec comment dire, un composant d'air, et on venait mettre comment dire, des fers entre les deux. Voilà, on peut le faire automatiquement et on vient en plus conserver toujours cet attachement qu'on a mis, cette jonction automatique qui permet de faire des données un peu sympathiques sur lesquelles on va, comme avant, positionner et on a un ouvrant et on va avoir cette jonction qui va se faire automatiquement. Alors ça, c'est un exemple bateau, bien sûr, hein, c'était juste pour vous montrer qu'on conservait quand même cette jointure. Un petit truc qui a changé, qui m'a perturbé au début, c'est pour ça que je vous le montre, hein, ça vous perturbera moins. L'auteur d'appui était lui en bas et aujourd'hui il est arrivé avec les hauteurs sous linteau. Avant c'était à deux endroits différents, que ce soit pour une fenêtre ou une porte. Maintenant c'est arrivé au bon endroit. Voilà. Pour les structures, pour les améliorations structurales, donc je vous fais très rapidement les choses. On a des modifications du ruban qui, elles, sont importantes. Donc avant, on avait, en revue 2026, on avait structure acier préfa. Maintenant, en 2027, on a toujours l'onglet structure. La seule différence, c'est qu'il a été, comment dire, il a été amputé de toute la partie armature, d'accord, qu'on a pu effectivement dans le structure de la 2027. Par contre, ils ont créé un onglet qui s'appelle béton, dans lequel on a toutes ces données-là avec des améliorations qui sont arrivées en plus. Et on a intégré donc la partie préfa, qui fait partie effectivement de cette partie béton, à l'intérieur de cet onglet béton. On a encore conservé l'onglet acier sans problème. Alors là, on a un flux de travail qui va être amélioré avec une automatisation des modèles analytiques. Alors, on a la distribution de la forme de barre d'armature selon un tracé 3D. Maintenant, on va pouvoir effectivement s'appuyer sur une ligne de justification en 3D. On a des barres longitudinales guidées par des barres transversales, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, après, il y a beaucoup d'améliorations, hein. Des améliorations d'assemblage de barres, des dispositions d'espacement qui ont été améliorées. On a maintenant un calcul automatique de la masse des barres d'armature une fois qu'on les a renseignées à l'intérieur. On a l'automatisation des modèles analytiques qui sont un petit peu plus rapides
La génération est optimisée. On a des calculs automatiques de l'épaisseur des matériaux dans les modèles analytiques, chose qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est un grand point positif pour tout ce qui est calcul. On a des découpages de panneaux dans les modèles analytiques qui sont plus, comment dire, plus optimisés. Et on a une meilleure commande de fixation et d'automatisation dans les différentes modélisations. Au niveau des charges et conditions aux limites avancées, on a un flux de travail optimisé pour l'attribution des charges. On a une meilleure documentation des conditions limites structurelles. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus, comment dire, justifié. On a une gestion améliorée des charges analytiques. Donc, ils ont vraiment mis le point vraiment là-dessus. On a une amélioration apportée à la modélisation de l'acier. Alors, on a un comportement qui est plutôt unifié en fonction des loads, chose qu'on n'avait pas forcément avant. On a une amélioration. Alors, encore des fois, c'est des améliorations. Il n'y a pas forcément beaucoup de création, mais c'est de l'amélioration des flux de travail liés avec les détails sur l'acier. Donc, tout ce qui est au niveau de la cohérence des assemblages des aciers, c'est un petit peu plus. Avant, c'était, bon, comment dire. Enfin, la cohérence est meilleure et on a davantage de cohésion avec des logiciels tierces. Et dernière chose, au niveau de l'amélioration portée au béton, on a un onglet, comme vous l'avez vu, qui est dédié au béton pour les outils de la conception structurelle. On a un calcul automatique des propriétés des sections et on a un outil d'amélioration de contrôle sur la qualité du béton. Voilà. Alors, vous voyez, on a fait déjà pas mal de temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions de votre part? Ah, c'est le moment. Là, c'est le moment. À partir du chat, pour l'instant, j'ai pas reçu grand-chose. Donc, c'est que Donc, tu as c'est que c'est été bon, bon, Joseph, et que c'est que c'est ça a été. plutôt Voilà. clair. Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, au besoin, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, il n'y a pas de problème, hein, vous les envoyez directement à Applicite et puis on essaiera automatiquement de vous répondre voilà, dans les plus brefs délais. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est que le replay sera disponible et qu'on vous enverra la présentation. Et puis voilà. Moi, j'ai pas de questions là, Joseph, qui Bon, bah, arrivent, c'est que donc c'est bon. Alors, ça arrivera peut-être plus tard, comme d'habitude. je pense qu'on peut couper. Voilà. Bah, donc merci. Et puis voilà, comme disait Joseph, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'informations complémentaires, des besoins en formation. Enfin voilà, dès qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'utilisation de Revit, on est à votre disposition pour vous accompagner sur cette partie-là. OK, Voilà. Merci à vous. merci. Bonne fin de Au journée, revoir. bonne semaine, et puis prenez soin de vous. Au Au revoir. revoir. Pissez dessus. Non. Qu'est-ce qui s'est passé?